Radio Flamme. Aujourd'hui, chronique numéro 25, quand même. Oui, tout à fait. C'est pas rien. On va voir ensemble les règles à suivre quand on veut adopter un chien. Alors, on a déjà... Ah oui, ça on n'avait pas encore vu ça. Ouais, voilà. Alors, on a plus ou moins abordé ce sujet-là sous des angles différents. Donc, il y a peut-être des choses qui vont vous parler parce que je les ai déjà évoquées. Mais on va aller un petit peu plus loin aujourd'hui sur ce sujet-là. Donc, quelles sont les règles quand on veut adopter un chien ? Déjà, moi, ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est l'acquisition d'un chien auprès d'un tiers. Auprès d'un tiers. Parce que sinon, effectivement, il y a la SPA. Voilà. Il y a la SPA, et puis après, on peut aussi avoir sa propre chienne qui met bas et on récupère un chiot de cette façon-là. C'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc nous, c'est vraiment auprès d'un tiers. Et déjà, la première question à se poser, parce que l'adoption d'un chiot ou d'un chien, on l'a déjà dit, c'est quelque chose de réglementé. Ça se fait pas comme ça. Donc il y a des règles à suivre. Et il faut savoir que tout le monde ne peut pas faire commerce comme ça d'un chien, d'un chiot. Tout le monde ne peut pas céder le chiot n'importe comment. Donc déjà, les tiers, c'est qui ? Alors, on va avoir soit des éleveurs, évidemment, dont c'est la profession, soit des vendeurs. Alors, quelle est la nuance entre éleveur et vendeur ? On peut se poser la question. Bonne question. La démarcation est mince. Et ouais, exactement. Donc, un vendeur, c'est toute personne qui va vendre un chiot, mais qui ne détient pas la femelle qui a mis bas. Ah, d'accord. D'accord. Donc, à partir du moment où on va céder un chiot, mais où on ne possède pas, on n'est pas propriétaire de la femelle qui a mis bas, on est considéré comme un vendeur. D'accord ? L'éleveur, lui, à l'inverse, il est détenteur de la chienne qui a mis bas. Et c'est son activité principale. Voilà, il a le moule pour en faire d'autres. Voilà. Donc, on peut faire l'acquisition auprès d'un éleveur ou d'un vendeur. On peut faire l'acquisition auprès d'une association, d'une fondation. Et concernant les particuliers, parce que on voit beaucoup de choses, on voit des annonces, on voit quand on parle avec des gens, enfin voilà, on sait très bien qu'il y a des particuliers qui vendent ou qui cèdent des chiots. Il faut savoir qu'un particulier, selon la loi, n'a le droit de céder un chien qu'à partir du moment où il est adulte. Ah, d'accord. D'accord. Un particulier lambda qui n'a pas pour activité l'élevage, qui n'est pas déclaré comme un professionnel, ne peut céder qu'un chien adulte. Donc le fameux chien de la chienne qu'on se réserve. Voilà. Bon voilà. Après, on sait très bien, et il suffit d'aller voir sur des sites de vente. On sait très bien qu'il y a des annonces qui sont publiées par des particuliers qui vont vendre des chiots. Eh bien, sachez que ce n'est pas autorisé. Donc voilà, un tiers n'a pas le droit de vendre. Un particulier n'a pas le droit de vendre un chiot, d'accord ? Un particulier qui n'est pas répertorié comme éleveur n'a pas le droit de vendre un chiot, d'accord ? Alors, et là, j'enfonce un petit peu le clou. Donc, si un particulier détient une femelle reproductrice, d'accord ? Cette femelle a eu des petits. Le particulier vend les petits. Alors, il est considéré comme éleveur, et à ce moment-là, il est soumis aux règles des éleveurs. Bah oui, parce que j'imagine que c'est un métier éleveur. C'est un donc métier. Il y a toute une nomenclature des taxes, etc. Exactement. Oui, ça va. Exactement. Ouais, parce que là, c'est un métier à part entière qui est réglementé. L'éleveur doit être immatriculé au répertoire Sirène. Donc le répertoire Sirène, c'est le répertoire qui identifie l'ensemble des entreprises en France et des établissements. Avec le numéro d'immatriculation qui commence par 500. Voilà. Si j'ai bonne mémoire. Exactement, avec le numéro Sirène ou le numéro Sirette. Donc voilà, il faut savoir que c'est réglementé, ça existe, et c'est comme ça que ça doit se passer. Alors, il y a des exceptions qui peuvent, comme en France, on a toujours la règle et l'exception à la règle. Je vais pas rentrer dans les exceptions, sachez simplement quelle est la règle, et puis après, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, je vous invite à vous référer au site du gouvernement, servicepublic.fr, qui est le site de référence à consulter si besoin. Ce qu'il faut savoir aussi, et je l'avais déjà dit mais je le répète, c'est que depuis le 1er janvier de cette année, la vente de chiens et de chats est interdite
en animalerie. Ah oui, ça, je me souviens, on en avait parlé. Voilà, on l'avait évoqué. Donc bon, voilà, là, je ne doute pas que cette réglementation soit respectée, sachant que les animaleries ont pignon sur rue, une vitrine, voilà, soumises également à des contrôles de la répression des fraudes, etc. Donc forcément, ils sont sensibles au sujet et là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de dérive. Voilà pour les tiers qui peuvent céder des chiots ou des chiens. Alors ensuite, deuxième point abordé, c'est que doit comporter une offre de cession, d'accord ? Quelles sont les mentions qui doivent être obligatoirement indiquées sur une offre de cession d'un chiot ou d'un chien ? C'est pas comme une voiture, il n'y a pas la carte grise. Alors, il n'y a pas la carte grise, mais néanmoins, il y a quand même des choses à préciser. Premier point, petite annonce doit comporter le nom scientifique et courant de l'espèce et de la race, d'accord ? Donc ça, premier point. Deuxième point, le sexe de l'animal. Troisième point, son lieu de naissance. Ensuite, le nombre de femelles reproductrices dans l'élevage et le nombre de portées effectuées dans l'année. Le numéro d'identification de l'animal. Donc ça, rappelez-vous, on en avait parlé, c'est le numéro ICAD. Ça fait l'objet d'une précédente chronique. L'âge de l'animal. Donc je vous rappelle aussi un chiot ne peut pas être cédé avant 8 semaines. C'est l'âge minimum légal. L'inscription ou non au LOF. Donc le livre des origines pour tous les chiens de race. Et puis la mention, la mention de race, si c'est effectivement un chien inscrit au LOF, ou la mention n'appartient pas à une race, si c'est pas un chien inscrit au LOF. Deux autres points importants, le numéro sirène ou sirette de l'éleveur ou du professionnel qui cède l'animal. Et enfin, dernier point, évidemment, le prix demandé pour la cession du chien ou du chiot. Voilà ce que doit comporter normalement, légalement, une offre de cession. On rappelle que le chien, est-ce qu'il est automatiquement pucé, le chien, entre guillemets, d'occasion, voilà. Tous les chiens doivent être répertoriés auprès de l'ICAD et donc avoir un numéro de puce. Donc ils sont bien pucés. Ils sont bien pucés. Les chiens doivent être pucés. Et d'ailleurs, c'est ce que j'indique ici, quand je mets le numéro d'identification de l'animal, c'est le numéro de la puce. Généralement, il est du côté de l'oreille, toujours, non ? Oui. Dans le cou. Souvent, voilà. Alors c'est soit aujourd'hui en général, c'est vraiment une puce électronique qui est introduite là dans le cou, mais ça peut être aussi encore un tatouage dans l'oreille. Ça c'est ce qui se faisait. Oui, le fameux tatouage qu'on n'arrive jamais à lire parce que les chiffres sont toujours mal faits. Ça a été remplacé par la puce électronique, mais ça peut encore arriver. Seuls les éleveurs ou les vendeurs peuvent diffuser des offres de cession sur Internet, des offres de cession à la vente, pas des dons. Il faut faire encore la différence entre une offre de cession à titre gratuit, un don, voilà, je donne mon chien, et une offre de cession à titre onéreux, d'accord ? Donc là, sur Internet, normalement, on ne doit retrouver que des offres de cession à titre onéreux déposées par des professionnels, éleveurs ou vendeurs. On n'a pas le droit de donner On a le droit de donner. Ah oui, on a le droit un particulier a le droit de donner à titre gratuit. Ça, à partir du moment où il n'y a pas de transaction financière, c'est OK. Mais à partir du moment où il y a une transaction financière, c'est un éleveur ou un vendeur qui ne peut déposer des offres sur Internet, pas de particulier. C'est vrai, quand on parle comme ça, pourtant on en est sorti de cette appellation, on remet le chien automatiquement dans la case bien mobilier. Ça me dérange un peu. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est une marchandise, quoi. Alors, justement, toutes ces règles-là, moi je trouve quand même, elles visent à faire en sorte que ce soit justement moins un meuble, moins. Oui. Parce que il y a des réglementations, parce que n'importe qui ne peut pas normalement déposer une offre n'importe comment. Concernant n'importe quel chien. Donc justement, toute cette réglementation-là fait que ça doit limiter le fait de considérer le chien comme un meuble. Même si du coup, on est quand même encore un petit peu sur un marché avec une vente, un achat d'animal, de chien. Après, à partir du moment où de toute façon on a des éleveurs qui en font leur profession, forcément qui dit élevage dit vente derrière. Le principal c'est d'aimer son animal, on le rappelle. Voilà. Donc
voilà, il faut. Et puis c'est vrai que si quand on veut faire l'acquisition d'un animal, oui, on va l'acheter. Il faut que tout ça soit correctement fait, avec une éthique, selon des règles. Il faut que les éleveurs, à mon sens aussi, soient bien vigilants au moment de la vente et vérifient bien la concordance entre le chien et le futur propriétaire. Est-ce que effectivement ce chien-là, ce chiot-là, il est bien adapté au propriétaire en face? Moi, je vois encore beaucoup de propriétaires de chiens ou de chiots qui malheureusement n'ont pas ou ne sont pas en harmonie avec leur animal, parce que le niveau d'énergie est différent, parce que les habitudes de vie ne vont pas correspondre aux habitudes de vie dont a besoin l'animal. Et là, à mon sens, il y a vraiment une responsabilité des éleveurs. Quand ils vendent un animal, il faut faire attention et faire en sorte qu'il y ait une harmonie, quoi. Et là, on vous renvoie vraiment aux toutes premières chroniques où justement tu as très très bien détaillé ça dans les questions. Pourquoi prendre un chien, etc. On avait quelles questions se poser, Est-ce que je suis assez tonique? Si un animal n'a pas ses besoins satisfaits, eh bien, on va au devant de problèmes de comportement. Donc, pour éviter tout ça, il faut vraiment. Ça doit être délicat pour toi parce que tu fais des constats quand tu vois tes clients, mais de leur dire que le chien est pas adapté, c'est oulala. Oui. Alors, toute la subtilité, toute la pédagogie, c'est en fait que le particulier, le propriétaire du chien, prenne conscience lui-même du gap qu'il y a entre les besoins de son animal et ses besoins à lui. Je ne peux que te montrer la porte, mais ça sera à toi de la franchir. Voilà. Après, et puis malheureusement, même quand on fait le constat qu'il y a un écart entre le chien et le propriétaire, le propriétaire, il est forcément attaché à son animal et c'est normal. Et mon objectif à moi aussi, c'est d'emmener le plus possible le propriétaire vers son chien et faire en sorte que les besoins soient concordants et que tout ça s'aligne à un moment donné. Voilà, c'est pas toujours gagné, quoi. Ça, c'est évident. C'est un propriétaire qui a tendance à privilégier le canapé que le chien. Il faut le mettre au sport. Alors là, encore une fois, on revient justement à dresser les propriétaires pour le coup. Ouais. Point important aussi, je disais tout à l'heure que les particuliers ne peuvent céder que des chiens adultes. En dehors de ces cas-là, il n'y a pas de cession possible. Il faut savoir qu'un particulier qui enfreint cette règle-là est soumis à une amende de 750 €. Alors, question toute bête, statistiquement, on sait qu'il y en a beaucoup qui passent qui passent en travers les mailles du filet, on va dire, non? Je sais pas. On n'a pas de pourcentage? On n'a pas de statistiques là-dessus. Alors peut-être il faudrait interroger la répression des fraudes. Je pense que c'est leur boulot de vérifier tout ça. Bon, je suis pas sûre, mais ça n'engage que moi. Je suis pas sûre que ce soit la priorité des autorités de veiller peut-être autre chose à faire. À l'application de ces règles-là. Bon, voilà, c'est comme tout. Il y a des priorités qui sont données sur certains sujets et moins sur d'autres. Donc j'ai pas de chiffres. Et puis de toute façon, il y a aussi beaucoup de choses qui se font comme ça sous le manteau, qui sont forcément difficilement quantifiables. Mais ça existe. Alors, dernier point sur cette chronique, c'est quelle est la procédure, comment ça se passe en fait quand on fait l'acquisition d'un chien. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, déjà, premier point, n'adoptez pas un chien avant 8 semaines. D'abord parce que légalement, c'est interdit. Et en plus, qu'à 8 semaines, le chiot a besoin de sa mère. Il faut laisser au chiot le temps de vivre avec sa mère, d'apprendre tout ce que sa mère va lui transmettre, la phase d'attachement, la phase de détachement, apprendre à se débrouiller tout seul. On parle de sevrage souvent. Socialisation et sociabilisation. Voilà. Donc même 8 semaines, c'est à mon sens un petit peu juste. Si vous pouvez attendre 9 semaines ou 10 semaines, c'est l'idéal. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est que quand vous faites l'acquisition de votre chiot, il doit être identifié, donc pucé, obligatoirement. D'accord. Donc si l'éleveur, ou le tiers qui vous cède le chiot, vous le vend, vous le donne alors qu'il n'est pas pucé, c'est pas légal. D'accord. Donc c'est bien une identification qui est à la charge du cédant. Donc ça, c'est le deuxième point à vérifier. Ensuite,
Le cédant doit vous délivrer un document qui va justement attester de cette identification auprès de l'ICAD, et c'est bien lui qui va faire la démarche également auprès de l'ICAD du changement de propriétaire. Alors on est vraiment dans la carte grise. Que c'est bien le cédant qui doit contacter l'ICAD en disant voilà, le chien immatriculé XXX a été vendu, il appartient désormais à monsieur untel, et ensuite c'est l'ICAD qui va envoyer donc une nouvelle carte d'identification au nouveau propriétaire. D'accord, donc vous recevez ça par la poste, tout simplement. Vous avez donc la carte d'identification de votre chien avec son nom, sa date de naissance, sa race, s'il est inscrit au LOF, et voilà, et toutes les informations relatives au chien. Donc ça, c'est une démarche, je répète, à la charge du cédant. Encore une fois, vigilance, parce que moi j'ai été personnellement confrontée à ce problème-là. C'est-à-dire que quand j'ai fait l'acquisition de ma chienne, eh bien le cédant n'a pas fait la démarche auprès de l'ICAD, d'accord. Donc après c'est un petit peu enquiquinant quand le cédant fait pas cette démarche-là. Il faut nous prendre cauchemar administratif après. Voilà, prendre contact avec l'ICAD. Il a fallu que j'atteste avoir fait l'acquisition de mon chien. Alors je sais plus trop. Il y avait plusieurs choses à faire un certificat sur l'honneur comme quoi j'étais bien le nouveau propriétaire. Enfin bon, voilà, un certain nombre de démarches à faire dont on se passerait bien. Donc voilà, soyez comment dire. Demander au cédant vraiment à faire les démarches et voilà. Et autre point, donc ça c'est pas très vieux de mémoire, ça date aussi du 1er janvier 2024, c'est que en tant que nouveau propriétaire, vous devez signer et remettre au cédant un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce. Donc ça c'est un document qui a été mis en place, je crois que c'était en début d'année, en fait pour sensibiliser les nouveaux propriétaires aux besoins de leur animal et faire en sorte qu'ils attestent en avoir pris connaissance et également un document qui les engage quelque part à respecter ces besoins fondamentaux de l'animal. Ce qui va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, justement dans le sens où justement qui peut alerter le futur propriétaire sur le fait est-il vraiment adapté pour le chien, etc. Exactement. S'il faut alors dans ces engagements par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Faut aller le promener. Oui, voilà. Ouais, Alors en fait, ce qui est mis en évidence dans ce document, c'est les 8 besoins essentiels du chien. Je vais les répéter: manger, boire, dormir, éliminer, la reproduction quand elle n'est pas contrôlée par l'homme, la dépense physique, la dépense mentale, et puis le besoin de relations sociales. Donc tout ça, ça doit être reprécisé dans le document. Et en fait, il y a tout un laïus autour de ça, et le propriétaire doit s'engager à respecter ses besoins fondamentaux. Sachant que j'imagine que la plupart, 90% des gens ne lisent pas. Voilà. Donc c'est encore quelque chose qui a été mis en place, une règle à respecter. Après, comme tout document ou comme beaucoup de documents, effectivement, on le signe et puis voilà, et puis ça part dans un coin d'un tiroir à un moment donné, et puis on oublie vite ce qui est écrit dessus. Bon, bref, ça existe, et vous devez donc signer et remettre ce document au cédant au moment de la transaction. Dernier point, le cédant donc doit vous remettre une attestation de cession, une fois que tout ça a été fait, voilà, comme quoi vous êtes la transaction a bien eu lieu, et puis un certificat vétérinaire de moins de 3 mois. Donc en fait c'est à ce moment-là normalement où vous devez récupérer le carnet de santé du chien avec les mentions qui ont été apposées par le vétérinaire lors du contrôle du chiot. Donc voilà les différentes choses à savoir quand on veut adopter un chiot ou un chien. Voilà, j'ai terminé sur cette petite chronique. Eh bien, merci ma chère Carole, c'est toujours un plaisir. Radio Flamme